7h37 sur la première, pays damné qui échappe en grande partie au radar de la communauté internationale. Le Yémen connaît une situation de plus en plus dramatique. Voilà plus de 2 ans que cet espace de la péninsule arabique subit de plein fouet les effets de la confrontation directe entre deux puissances rivales, l'Arabie saoudite d'un côté, l'Arabie saoudite sunnite, et l'Iran chiite. Aux incessants bombardements des deux camps et de leurs alliés respectifs viennent désormais s'ajouter le spectre d'une famine qui s'annonce dévastatrice. On en parlait il y a quelques semaines lors d'une journée spéciale sur cette antenne. Alors qu'aucune solution politique ne se profile, la communauté internationale promet une aide financière aux victimes, mais sera-ce suffisant ? On croit connaître la réponse. On va en parler avec le directeur général du CICR qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce matin. Bonjour Yves D'accord. Bonjour. Vous êtes à Genève jusqu'à 8h. On vous en remercie pour cette situation qui est dramatique. Les ONG et les agences humanitaires s'inquiètent depuis longtemps. Il est vrai de la situation du Yémen. Là, elle parle désormais de crise humanitaire massive. Est-ce que c'est aussi un vocabulaire que vous reprendriez à votre compte ? La situation au Yémen est sans doute une des situations les plus tragiques auxquelles nous devons faire face en fait. Vous avez à peu près 27 millions de personnes au Yémen aujourd'hui. Vous avez une situation où il y a une guerre qui continue, qui est extrêmement violente. Vous avez à peu près, 80% de la population qui aujourd'hui est en besoin d'aide humanitaire. C'est un pays qui est pauvre. C'est un pays qui produit très peu de nourriture, qui importe à peu près 90% de sa nourriture. Aujourd'hui, il y a aussi, avec la guerre, il y a beaucoup moins de capacité de faire venir cette nourriture justement dans le pays. Il y a énormément de tensions. Le pays est vraiment touché dans l'ensemble de sa surface. Oui, on peut dire aujourd'hui qu'il y a vraiment un drame humanitaire. Mais c'est un drame humanitaire qui est aussi, j'allais dire, un drame politique. Parce qu'en fait, le Yémen vit quand même une période extrêmement difficile depuis maintenant des années. Oui, alors on y reviendra sur l'aspect politique de l'affaire. Sur les mots, ils ont un sens et Dieu sait que comme médias, on y est attaché. Est-ce qu'il n'y a pas un peu surenchère dans les annonces alarmistes du côté de l'ONU? On parle de pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On avait quasiment dit ça aussi à propos de l'offensive de Mossoul en 2016. Pire crise humanitaire de ces dernières décennies. Qu'est-ce que ça veut dire quand on emploie ces termes-là? Est-ce que la surenchère ne devient pas un peu délétère au fond, tout d'abord pour les populations concernées? Qu'en pensez-vous Yves D'accord? Je pense qu'on a un souci, c'est juste de vocabulaire aujourd'hui. On est dans un monde où, j'allais dire, toutes les 24 ou 48 heures, finalement, nos références changent. Donc peut-être les humanitaires, parfois, ils doivent exprimer d'une façon ou d'une autre ce qui est le pire. Cela dit, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une situation très particulière. On vit, en fait, et c'est ce que les Nations Unies cherchent à dire, on vit une situation où dans plusieurs grands pays, vous avez une conjonction à la fois de guerres qui durent, c'est le Sud-Soudan, c'est le Yémen, c'est la Somalie, par exemple, c'est le nord-est Nigeria, et une situation aussi de sécheresse très très grave qui en fait impacte dramatiquement ces pays avec des densités et des dynamiques un peu différentes. Et c'est vrai qu'on revoit de nouveau la question de la famine qui pointe son nez malheureusement en Somalie, au Yémen en particulier, aussi au Sud-Soudan où on voit des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de gens qui sont de nouveau victimes de la famine. Et je pense que l'appel des Nations Unies, il vient autour de ça. Il y a un message qui est un message humanitaire, mais il y a aussi un message qui est politique. Parce qu'effectivement, au Yémen, par exemple, vous avez une situation humanitaire qui est vraiment dramatique, c'est juste. Si on prend 2 exemples, l'accès à la santé aujourd'hui est très très limité. Imaginez que pour le CICR, on a calculé, on a regardé ça, en 2015 et en 2016, par année, vous avez entre 150 à 160 hôpitaux ou structures hospitalières qui sont touchées par les combats. Vous avez aujourd'hui 60 à 70% de population qui est vraiment en situation en dessous du seuil de la pauvreté. Vous avez vraiment des gros soucis de sanitation qui font qu'effectivement, aujourd'hui, c'est peut-être une première au Yémen, on peut parler d'une famine qui va arriver dans 2 à 3 mois. Oui, j'allais vous poser la question de la famine. Pour les gens, c'est dramatique, oui, on peut le dire comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir y faire face? Près de 19 millions de personnes aujourd'hui ont besoin d'une aide d'urgence. Vous avez rappelé les chiffres. Est-ce qu'on va pouvoir y faire face? On pourra y faire face, mais à mon avis, ça nécessite 2 choses essentielles. Ça nécessite vraiment, j'aimerais insister là-dessus, ça nécessite d'abord une dynamique politique différente, vraiment. Aujourd'hui, vous avez une coalition qui est dirigée par les pays arabes, qui est soutenue par une partie de la communauté internationale, qui se bat contre, effectivement, des rebelles. Et cette coalition, elle contrôle, par exemple, tout le trafic de marchandises qui va, en fait, en direction d'un des grands ports du Yémen. Si cette coalition continue à faire un blocage extrêmement
vraiment dur, simplement vous n'avez pas de nourriture ou très peu de nourriture qui rentre dans le pays. Donc là, vous avez vraiment des discussions diplomatiques qui doivent se passer, qui doivent être dire oui, la guerre peut se faire, malheureusement, hein, mais il y a des règles, et ces règles-là font, entre autres, on doit penser à la population civile. Et là, j'aimerais vraiment qu'il y ait un appui politique qui soit clair. Et pour l'instant, cet appui politique, il est un tout petit peu, comment dirais-je, évasif. Hein, ça, c'est un élément. Puis l'autre élément, évidemment, c'est le fait que les acteurs humanitaires doivent pouvoir travailler à l'intérieur du Yémen. Et aujourd'hui, le CICR, on est, je pense, un des seuls acteurs humanitaires qui travaillent vraiment à l'intérieur du Yémen. Pas seulement à Sanaa, à Aden, à Sada, à Taez, à Hodeïda, dans des situations extrêmement difficiles. Et c'est pas suffisant d'avoir que le CICR. Oui. Il faut d'autres acteurs. MSF travaille, mais c'est dur pour eux. Il faut qu'on ait d'autres acteurs qui viennent à l'intérieur. Que pouvez-vous faire sur place concrètement, puisque vous êtes un des seuls acteurs à pouvoir participer aux opérations d'aide humanitaire? Est-ce que les opérations sont faciles, si je puis utiliser ce terme? Rien n'est jamais facile en zone de conflit, mais enfin, vous pouvez procéder librement? Le Yémen, c'est un des pays que le CICR connaît le mieux. On a une tradition, j'allais dire, historique depuis quasiment les années 60. Donc on a une présence très, très, très longue, à de longue durée. On connaît très bien le Yémen. Cela dit, c'est un pays qui s'est beaucoup fragmenté aujourd'hui. Et l'enjeu principal, c'est d'avoir accès à des populations qui sont captives, en fait. Il y a beaucoup d'aujourd'hui de situations difficiles. Il y a des sièges, par exemple, Taez, c'est une ville qui aujourd'hui est totalement assiégée. Donc c'est très compliqué à avoir accès. Nous, notre travail, c'est vraiment accéder aux populations qui sont dans les situations les plus vulnérables. Et puis notre deuxième travail, c'est de discuter avec ce que nous, on appelle dans notre jargon, toutes les parties au conflit, donc tous ceux qui se battent, pour que ces gens-là comprennent les besoins humanitaires, permettent l'accès aux hôpitaux, permettent l'accès à l'eau, par exemple, qui sont clés. Et on fait un gros travail, on vient doubler, ce qui est très rare, hein, on fait ça très rarement, on vient doubler notre budget pour le Yémen, qui est maintenant situé aux alentours de 90 millions de francs suisses, mais ça reste, en fait, soyons très honnêtes, ça reste une goutte d'eau par rapport à un problème qui est vraiment dramatique. Vous l'avez dit, hein, c'est sur l'échiquier politique que, comme toujours, ça va se jouer. Vous attendez plus de signal de la communauté internationale, et notamment de ceux qui sont autour de l'Arabie Saoudite. De quel pays concrètement? De Washington? Enfin, votre message s'adresse à qui ce matin, Yves D'accord? Bon, il s'adresse comme toujours à deux catégories. La catégorie 1, c'est ceux qui sont assis et qui ont une responsabilité très directe au Conseil de sécurité. Oui. C'est une résolution du Conseil de sécurité qui a permis à la coalition menée par l'Arabie Saoudite d'intervenir en 2014. C'est donc à eux vraiment de suivre très expressément ce qui s'est passé. Quand vous donnez en fait l'autorité, ou vous autorisez finalement une force à intervenir, vous devez vraiment vous occuper de ce qui se passe. Ça me paraît la moindre chose. Donc première chose, c'est le Conseil de sécurité a une responsabilité extrêmement directe par rapport à ce qui se passe. Et puis deuxièmement, il y a évidemment des pays qui sont des amis, qui sont des gens qui vendent des armes, qui accompagnent au fond ces pays-là. Donc il y a une responsabilité très directe au fond de la communauté internationale et en général de la communauté internationale. Les conventions de Genève vous disent vous devez respecter le droit et le faire respecter. Donc nous, on a des attentes extrêmement claires de l'ensemble des États. Vous l'avez dit, certains pays occidentaux vendent des armes à l'Arabie Saoudite, d'où la conclusion qu'elle est un partenaire trop important aux yeux des Occidentaux pour se fâcher avec elle. On ne trouvera pas la solution à ce conflit. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est pas que la question de l'Arabie Saoudite ou du Yémen. On voit ça très clairement, par exemple, en Syrie ou dans le Moyen-Orient en général, où effectivement, il y a toujours une double dynamique, où finalement les États, y compris les États européens, ils ont à la fois des intérêts, j'allais dire, qui sont très particuliers. Regardez la question migratoire. Duplicité, on pourrait dire duplicité. Je ne parlerai pas de duplicité, mais en fait d'un espèce de réalisme qui fait que parfois, effectivement, quand ils doivent peser leurs intérêts, les intérêts ne penchent pas en faveur automatiquement d'une respect du droit international humanitaire, par exemple, ça c'est sûr. Et ça reste aujourd'hui un enjeu. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, je trouve que la communauté internationale, en général, elle est tellement bloquée, j'allais dire, par ses propres tensions, par, au fond, une espèce de valeur absolue qui est devenue la souveraineté, qui fait qu'aujourd'hui, on n'ose plus tellement, au fond, mettre la pression sur un État pour qu'il respecte le droit. Vous n'avez pas souvent entendu dire ça, Yves D'accord, et pourtant, on vous invite assez régulièrement. C'est une situation inédite pour vous? Ce qui est peut-être un peu inédit, c'est qu'on est dans une période, je crois, de transition d'un pouvoir qui était, en fait, si on regarde ces 50 dernières années, qui était quand même contrôlé d'une façon ou d'une autre par les États occidentaux, en particulier par les États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, on vit, je pense, une transition politique. Et cette transition politique, elle est marquée, entre autres, par d'abord une compétition entre les États. Il y a peu de convergence, à part sur les questions peut-être de lutte contre le terrorisme, mais pour le reste, il y en a très peu. Et surtout, l'autre chose qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est de voir que la souveraineté de l'État est redevenue une valeur presque absolue. Et d'ailleurs, on voit avec aujourd'hui les élections qui sont passées l'année passée et peut-être cette année, on voit très bien que la souveraineté, le nationalisme, l'importance d'avoir des frontières, de ce qui se passe à l'intérieur de ces frontières versus ce qui se passe à l'extérieur, a gagné beaucoup de traction. Et on voit très bien que ça a un impact extrêmement important sur la communauté internationale. Et tout ça, c'est évidemment extrêmement mauvais pour les opérations humanitaires. Ce retour à la souveraineté, cette fin de ce qu'on a pu appeler le multilatéralisme, reste à savoir si on va en voir la fin. Tout ça, c'est très mauvais pour les humanitaires.
C'est surtout mauvais pour les populations. Je veux dire, c'est pas Oui, possible bien sûr. d'imaginer aujourd'hui qu'au XXIe siècle, on est, par exemple, vous venez d'en parler avant, qu'on soit en Syrie encore 7e année de guerre, qu'il y ait l'emploi d'armes chimiques par les partis au conflit, ça paraît juste incroyable. On est au XXIe siècle et ça se passe encore sous nos yeux. En plus, c'est ça qui est tout à fait incroyable, sous nos yeux. Donc oui, c'est très mauvais pour les gens et donc mauvais pour les humanitaires, bien sûr. Mais c'est mauvais pour les gens, bien sûr. On viendra à la Syrie dans un instant. Sur le Yémen, quand même, des promesses de dons en faveur des victimes ont été faites la semaine dernière sous l'égide de l'ONU, justement, à Genève, pour plus d'1 milliard de francs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On promet de donner de l'argent, puis ensuite on s'en lave les mains. Comment vous voyez ce genre de rassemblement d'argent, Yves D'accord? C'est utile ou c'est, là encore, une forme d'hypocrisie et de duplicité de la communauté internationale? D'un côté, il faut les moyens, bien sûr, pour intervenir. Typiquement, au Yémen, par exemple, vous devez travailler aujourd'hui sur les systèmes de santé, les systèmes d'eau et sanitation. S'ils s'écroulent totalement, simplement les 27 millions de Yéménites n'auront pas d'autre choix que de partir de leur pays. C'est vite vu. Donc, si vous voulez qu'ils aient une chance de pouvoir, au fond, de rester chez eux et de pouvoir peut-être survivre, vous devez vous occuper de système. Il faut de l'argent, il faut les acteurs qui puissent le faire, il faut investir dans la durée. Et puis c'est ça l'autre enjeu. C'est pas un moyen de se donner bonne conscience? Alors, j'allais dire, donc, oui, bien sûr qu'il y a de ça. Alors, donc, un côté, il faut les moyens. Moi, je pense pas qu'il faut autant de moyens qui est posé, parce qu'évidemment, on utilise des grands chiffres. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sans doute, on peut réellement dépenser peut-être 200, 300, 400 millions, c'est déjà beaucoup d'argent, mais on ne peut pas dépenser 1 ou 2 milliards, ça ne me paraît pas possible, réalistiquement, si on regarde ce qui se passe. Cela dit, il faut des moyens. Mais l'enjeu, là, vous avez tout à fait raison, c'est que l'humanitaire ne doit jamais remplacer le politique. Et c'est ça mon souci. On fait des grandes réunions aujourd'hui où chaque État promet plus ou moins de mettre des dons, ce qui est bien, mais en fait, ce qui manque totalement, c'est la contrepartie, c'est la partie politique. Et je trouve quand même que sur les questions du Moyen-Orient en particulier, il y a une très forte tendance du Conseil de sécurité et en général de la communauté des États de, au fond, aller vite sur le champ humanitaire, qui est un champ, entre guillemets, plus simple, moins politisé, et à éviter les vraies questions politiques qui font mal. Et pourtant, c'est les questions politiques qui doivent être là. Si vous voulez régler le problème yéménite, et le problème yéménite est sans doute politiquement moins compliqué que le syrien, ça se règle d'abord autour d'une table, ça se règle pas en mettant de l'argent au milieu. Oui, on comprend très bien votre position, une forme de dédouanement. On va d'abord sur le terrain humanitaire et ensuite ça nous permet de ne pas régler le problème politiquement. Ensuite, la Syrie justement, les États-Unis ont présenté leurs opérations il y a quelques semaines, ces tirs de riposte, ces missiles Tomahawk, comme des représailles à une attaque chimique, précisant qu'il s'agissait d'une réaction. L'administration Trump a présenté ça comme une réaction à des fins humanitaires. Là aussi, les mots ont un sens. Alors, est-ce que la réaction des États-Unis était une réaction humanitaire, Yves D'accord? Bon, par définition, la guerre, elle ne se fait pas pour des raisons humanitaires, soyons très clairs, c'est pour des raisons politiques, elles ont les objectifs qui sont plus ou moins différents. Le constat quand même qu'il faut faire au-delà maintenant de dire est-ce que c'est bien ou mal, le constat à faire quand même, c'est qu'en Syrie, effectivement, il y a des armes chimiques qui sont utilisées. Par qui? Est-ce qu'on le sait? On sait, oui, on sait aujourd'hui que la plupart des partis au conflit utilisent des armes chimiques. Alors après, on peut pas discuter, seulement le gouvernement Bachar el-Assad. Non, malheureusement pas. Et c'est une tragédie absolue. Imaginez-vous, on utilise aujourd'hui des armes chimiques. Alors évidemment, il y a des responsabilités très spécifiques à poser. C'est pas notre travail à nous de le faire, mais il y a des responsabilités. Et j'espère d'ailleurs que par rapport à la Syrie et par rapport à tout ce qui est en train de se passer, la justice nationale et internationale un jour jouera son rôle. Ça, c'est évident. Il faut vraiment le faire attention. Donc oui, il y a des armes chimiques aujourd'hui utilisées. Et ce qui m'inquiète le plus, pas qu'en Syrie. On a vu qu'il y a aussi des traces en Irak et dans d'autres endroits. Donc on voit vraiment aujourd'hui dans ces contextes où les guerres durent, où il y a des guerres extrêmement difficiles, où il y a une division dramatique dans ces pays, on voit aujourd'hui que les partis au conflit utilisent les méthodes les pires. Nous, on le connaît bien parce qu'on a vu par exemple tous les hôpitaux se faire systématiquement attaquer. Donc on est vraiment de retour dans une période extrêmement difficile. Et le message qui vient, c'est que si les gens utilisent des armes chimiques, si les acteurs au conflit attaquent les hôpitaux, c'est qu'ils se sentent en possession et de pouvoir le faire. Ils sentent qu'il y a aujourd'hui un espace d'impunité. Et ça, c'est peut-être ça qui est le signe le plus inquiétant. Est-ce qu'on est passé par cette riposte américaine d'une situation, d'un conflit principalement interne à un conflit armé international? Et là, je parle toujours de la Syrie. La Syrie, c'est depuis longtemps un conflit qui d'abord était relativement local et qui est devenu régional et qui aujourd'hui implique effectivement plusieurs acteurs qui sont non pas syriens. Donc en fait, on a effectivement un conflit, j'allais dire, interne qui s'est internationalisé, absolument, et depuis un moment déjà. Dernière question avant de passer à la lecture de la presse qui va nous amener à d'autres contrées, notamment, c'est le sujet du jour ou de la semaine, la présidentielle française. On a Jack Lang, ancien ministre historique de la culture en France, qui vient de choisir Genève comme siège d'une fondation dotée de 100 millions de dollars qui se veut une sorte de Croix-Rouge des biens culturels dans les pays en guerre. Voilà, la Syrie est un pays qui renferme beaucoup de patrimoine. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette création de fondation ?
C'est très positif. Moi, je suis très favorable à tout ce qui peut aider au fond au soutien d'une dimension essentielle de notre vie, qui est la culture, quoi, vraiment. Vous devez savoir que le droit international humanitaire, il protège aussi tous les instruments, j'allais dire, qui sont importants pour qu'une société vive ensemble. Donc, protège évidemment les hôpitaux, ce qu'on appelle en jargon militaire les objectifs civils, donc tout ce qui est essentiel, mais aussi les biens culturels. C'est très important. Donc, d'avoir une fondation qui accompagne des organisations comme l'UNESCO pour faire un travail de fond par rapport à tout ce qui est les biens culturels, je trouve que c'est indispensable. D'autant plus qu'on voit que les acteurs du conflit, depuis toujours, ils se sont pris vraiment de façon très directe aux biens culturels pour souvent frapper très dur les peuples. Et donc, c'est indispensable de mettre l'accent là-dessus, de les protéger, de réfléchir comment est-ce qu'on peut faire. Oui, moi, je suis très content de cette initiative.